Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, fantastique SF horreur, Lovecrafterie. Puisque je vais vous parler de Black Wings 3 édité par ST Joshi. Alors c'est un livre que j'avais lu et chroniqué il y a presque 4 ans de cela maintenant. Je viens de le relire. Donc comme ce que j'avais fait pour Black Wings of Cthulhu, le premier tome de l'anthologie, plutôt que de livrer un nouvel article pour cette relecture, je vais revenir sur celui que j'avais rédigé il y a donc pas loin de 4 ans de cela. Il faut peut-être noter que c'était le premier volume de cette série que je lisais alors. Et donc Black Wings 3, New Tales of Lovecraftian Horror, édité par ST Joshi, avec une introduction de ST Joshi, qui a été publié par PS Publishing, un éditeur anglais, en 2014, et ce livre fait 9 plus 338 pages. Je ne vous apprends rien du vivant même de Lovecraft, nombre de ses camarades, de correspondance du moins, ont écrit des nouvelles à sa manière et usant de ses thèmes et procédés, voire de son lexique. Ces textes, compilés plus tard par Auguste Derleth sous le nom de Légende du mythe de Cthulhu, se montraient certes plus ou moins pertinents et convaincants, notamment en ce qu'ils émanaient d'auteurs plus ou moins compétents, les plus célèbres ici étant probablement Robert E. Howard et Clark Ashton Smith. Le jeune Robert Bloch n'était pas encore un auteur confirmé. Mais ils avaient reçu la bénédiction de Lovecraft, qui n'a d'ailleurs pas hésité à piocher lui-même dans les apports de ses pastiches, et ils ont ainsi initié un jeu littéraire qui a largement survécu au pauvre HPL, encouragé peut-être par Auguste Derleth qui a copyrighté l'expression mythe de Cthulhu et a lui-même mis la main à la pâte, notamment au travers de ses prétendues collaborations posthumes de sinistre mémoire. Et d'autres auteurs nombreux ont ultérieurement fait dans le pastiche Lovecraftien, dont certains qui sont devenus célèbres par la suite, comme Ramsay Campbell bien sûr, ou Brian Lumley malgré la nullité terrifiante de son cycle de Titus Crow. Plus récemment, on citera évidemment des gens comme Neil Gaiman ou Charles Stross, entre autres. Mais voilà, beaucoup sont restés dans un relatif anonymat, n'excluant pas une éventuelle reconnaissance fandomique. On est ici à un tout autre niveau. Aujourd'hui, plus que jamais, l'horreur Lovecraftienne est devenue un genre à part entière. L'amateur tel que votre serviteur, qui reste curieux même s'il peste souvent devant le résultat, n'est plus en mesure de lire tout ce qui se publie en la matière et depuis un bail, fanzines et anthologies, confidentielles ou de diffusion plus large, se multiplient sans cesse. Et dans tout cela, il y a à boire et à manger, le pire comme les meilleurs, mais probablement un peu plus souvent le pire que le meilleur. C'est que l'exercice est délicat, a fortiori si l'on tient compte de l'évolution de l'exégèse Lovecraftienne, qui a tendu ces dernières années à gommer les aspects derlétiens du mythe de Cthulhu pour revenir à ce que l'on appelle parfois un peu par défaut mythe de Lovecraft. Certes, tout le monde est loin d'en tenir compte, et les derletteries plus que Lovecrafteries sont toujours abondantes. Pourquoi pas après tout? Sauf que le résultat est rarement convaincant, à mon sens tout du moins. Certaines de ces anthologies, néanmoins, je ne parle même pas ici des romans et recueils signés d'un seul auteur dans lesquels on a pu trouver de très bonnes choses, qu'elles s'affichent comme étant clairement Lovecraftiennes via le lexique, comme les Furies de Boras d'Anders Fager, ou évacuent cet aspect pour s'en tenir aux thématiques et aux ambiances, comme La peau froide d'Albert Sanchez Pignol, pour m'en tenir à deux exemples tout à fait recommandables. Certaines de ces anthologies, donc, peuvent se montrer plus alléchantes que la moyenne, et j'avais ainsi un bon a priori sur la série des Black Wings éditée par ST Joshi chez PS Publishing. Parce que ST Joshi, à l'évidence, sait de quoi il parle, en bon spécialiste de Lovecraft qu'il est, d'une veine probablement moins pop qu'un Robert M. Price, disons, même si celui-ci a pu également éditer des choses intéressantes. Je trouve cependant un peu trop bon client, mais c'est moi, hein. Et parce que les noms au sommaire m'intriguaient. En effet, outre quelques noms d'auteurs connus, j'y ai rencontré pas mal de gens que j'avais connus en premier lieu en tant que critique Lovecraftien et non nouvelliste, souvent dans le fanzine Lovecraft Studies, des potages de chi, donc ce qui n'excluait pas un certain risque de copinage. Et il y en a bien, à mon sens, un triste exemple dans le présent volume, mais un seul, heureusement. Bon, disons deux est lié. Mais ça me paraissait garantir une approche à la fois moderne, respectueuse et en même temps détachée de la quincaillerie à laquelle on limite trop souvent le genre. Ça se tentait en tout cas, et comme je ne fais pas toujours les choses à l'endroit, j'ai commencé par le troisième volume, le plus récent, paru l'an dernier, à l'époque. Et il semblerait qu'un quatrième soit en préparation, disais-je à l'époque, mais oui, nous en sommes même à 6 volumes, sauf erreur. À l'époque de cette première chronique, j'avais pourtant déjà mis la main sur le deuxième, et le premier ne devait pas être trop dur à se procurer, supposais-je. Eh bien oui, d'autant qu'il a été réédité chez Titan Books et même traduit en français sous le titre Les Chroniques de Cthulhu. Et le bilan me semble tout à fait satisfaisant, disons-le tout de suite. Certes, inévitablement, tout n'est pas bon, et il y a même là-dedans un texte dont la publication est quelque chose de criminel à mes yeux. L'expression est un peu forte, je vais la pondérer plus loin. Mais la plupart de ces nouvelles sont au moins correctes, et souvent plus que ça. On en compte même plusieurs de vraiment très bonnes, qui figurent à mon sens largement parmi les meilleures Lovecrafteries qu'il m'a été donné de lire. Des textes qui remplissent parfaitement le contrat, constituant des variations modernes bienvenues d'une œuvre bien comprise et appréhendée de manière pertinente.
Passons donc aux détails. Bon, j'évacue la première nouvelle qui du coup m'a fait un peu peur pour la suite, mais à tort heureusement. Houdini Fish de Jonathan Thomas, dans ces complexes qui se font plus ou moins sur From Beyond, mais à laquelle je plaide coupable, je n'ai absolument rien pané, je ne suis donc pas en mesure de la qualifier de mauvaise, mais elle ne m'a vraiment pas du tout parlé, voilà qui est certain. Même constat à peu près lors de la relecture en 2018. Je sens qu'il peut y avoir des choses rigolotes dedans, mais globalement je passe à côté. J'évacue aussi la nouvelle la plus catastrophique de cette anthologie, à savoir Hotel del Lago de Molly Elberson, l'épouse de Donald Elberson, exégète Lovecraftien, qui m'a parfois laissé un brin perplexe et qui a commis une petite chose ici aussi également. Mais qu'est-ce que ça fout là, cette horreur? Ce machin, très court heureusement, mais c'est en soi éloquent dans un sens, est vraiment consternant. On dirait la pathétique tentative d'un wannabe écrivaillon de 12 ans pour faire du Lovecraft. C'est-à-dire copier maladroitement du Lovecraft sans y apporter quoi que ce soit, et certainement pas quelque chose d'aussi superflu que le style. Sans intérêt aucun. Que ce texte figure dans cette anthologie, par ailleurs de bonne voire très bonne tenue donc, ne peut se justifier que par un triste copinage un peu trop flag pour le coup. Je serais moins indigné aujourd'hui, le texte est plus fondamentalement inutile que révoltant, même si je m'en tiens à l'idée d'un pastiche de Lovecraft écrit laborieusement par un gamin de 12 ans. Deux autres nouvelles sont franchement pas terribles, voire plutôt mauvaises, mais pour des raisons opposées. Ainsi, Donald Burleson, encore, avec Dimply Dolly Doofy, livre une mauvaise blague à base d'enfants du démon qui fait plus penser à la malédiction, en encore plus nanardesque, hein, qu'au pauvre Lovecraft qui n'en demandait certainement pas tant. Dans un genre radicalement différent, je n'ai pas aimé non plus la nouvelle de Joseph S. Pulver Sr., Down Black Staircases, mais ce n'est pas ici le fond qui est en cause, même si cette halte qui tourne forcément mal dans la bourgade désertée de Kingsport n'a pas grand intérêt, mais avant tout la forme folle. Ce style affecté à base de pseudo-expérimentation mal placée m'a paru franchement insupportable. Aujourd'hui, s'il y a une nouvelle dans cette anthologie que je dois juger catastrophique, ça serait bien plus probablement celle-ci. Et pour avoir lu depuis quelques autres nouvelles de Joseph S. Pulver Sr., ces traits sont assez caractéristiques, débouchant sur des textes systématiquement hermétiques, prétentieux et profondément chiants. On trouve inévitablement pas mal de textes intermédiaires, disons, allant du plutôt médiocre au assez correct, mais qui pêchent un peu pour convaincre pleinement, tout en se lisant sans trop renacler. Jason V. Brock, avec The Man with the Horn, fait ainsi une sorte de variation un peu convenue sur la musique d'Eric San, en même temps qu'une référence à une nouvelle de T.A. Decline que je n'ai pas lue. Bon, ça passe. Don Webb, dans The Megalith Plague, confronte un médecin raté revenu par défaut dans son bled natal du Texas à une épidémie d'ensemble mégalithique à la Stonehenge. L'ambiance très Wickerman n'est pas désagréable, mais c'est quand même un peu médiocre, notamment sur le plan formel. Je serai plus positif aujourd'hui, c'est un texte amusant et peut-être plus malin qu'il n'en a tout d'abord l'air. Dans The Turn of the Tide, Mark Howard Jones traite d'un curieux ménage à trois, témoin d'encore plus curieux phénomènes lors de vacances dans un cottage en bord de mer. Mais le plus curieux est que tout cela m'ait laissé passablement indifférent, là où il y avait sans doute moyen d'en tirer quelque chose de bien plus puissant. Le sentiment persiste plus ou moins, j'ai envie d'aimer cette nouvelle, mais il y manque quelque chose. Cecil's Find de Simon Stranza, c'est une histoire de ghoul, et on la résumera à cette citation éloquente. Attention à mon anglais. I wondered how many men might pay for the experience of fucking an animal shaped like a teenage girl. Then when I realized the answer, I wondered just how much they would pay. Tout est dit? Ouais. En ce qui me concerne, lisez plutôt La peau froide d'Albert Sanchez-Pignol. On y trouve cette thématique de manière bien plus convaincante et d'autres choses en prime. On conclura cette catégorie en mentionnant Further Beyond de Brian Stableford. Comme le titre le laisse entendre, il s'agit d'une suite à From Beyond, la dernière nouvelle de l'anthologie répondant ainsi à la première, avec le même narrateur, qui fait face au vautour désireux de mettre la main sur la dernière invention de Crawford Tillinghast, sans savoir au juste de quoi il s'agissait. Il y a des choses intéressantes et même très pertinentes dans cette nouvelle, mais elle est à mon sens bien trop longue et bavarde. Ça, c'était ce que je disais à l'époque. Je serais beaucoup plus positif concernant cette nouvelle aujourd'hui. C'est un pastiche très habile, bien conçu, et qui joue avec adresse de certains codes sans pour autant faire dans l'exercice de style. La tension progresse admirablement et les implications de la fin sont remarquables. C'est une très bonne nouvelle, à l'instar d'autres pastiches Lovecraftiens que j'ai lus de l'auteur, et je placerai aujourd'hui cette nouvelle parmi les plus grandes réussites de ce troisième volume de la série. Un bon cran au-dessus, mais sans atteindre encore l'excellence, Underneath an Arkham Moon de Jessica Salmonson et W.H. Pugmire est une nouvelle contournée et grandiloquente, à base de freaks grotesques qui jouent sur l'atmosphère gothique et, weird, c'est le mot le plus approprié. Sans aller jusqu'à casser des briques, c'est d'autant plus sympathique que c'est délicieusement excessif. C'est surtout très rigolo. Waller de Donald Tyson traite d'un cancéreux en phase terminale qui découvre la vérité sur sa maladie, bien plus horrible que tout ce que l'on pourrait imaginer.
Objectivement, ce texte a tout pour être ridicule de bout en bout et pourtant fonctionne très bien, si c'est pas Lovecraftien ça. Je continue de beaucoup aimer cette nouvelle qui flirte à chaque paragraphe avec le mauvais goût le plus concernant, en associant ainsi Lovecrafterie et quelque chose de davantage mainstream horror, disons. On glissera aussi dans cette catégorie un peu à regret China Holiday du pasticheur expérimenté Peter Cannon. Un touriste américain bourré de préjugés, c'est peu dire, et obsédé par les toilettes, fait un voyage en Chine avec sa femme, désireuse d'y adopter une petite fille, et découvre la sinistre vérité derrière le projet de barrage des Trois Gorges. C'est amusant comme on pouvait s'y attendre, mais surtout bien plus malin que l'on ne pourrait le croire. Dommage que ce soit en l'état un peu frustrant car abrupt, surtout. Là encore, on flirte avec le mauvais goût de manière très réjouissante. Le touriste xénophobe est parfait dans son genre. Enfin, dans Weltschmerz, Sam Gafford évoque un comptable en open space qui se fait draguer par une jeune geekette fan de Lovecraft. Une bonne occasion de prendre conscience, s'il en était encore besoin, de son insignifiance, mais aussi de celle du monde qui l'entoure. On dirait un peu du Welbeck, non, ça, non? Mais si j'aime beaucoup le début, la fin qui coule de source m'a un peu déçu. Aujourd'hui, je rétrograderais cette nouvelle dans la catégorie en dessous. Elle fonctionne au départ du fait de son style nerveux et piquant, mais assez rapidement cela ne suffit pas à masquer le vide derrière. Et puis il y a les 4 meilleurs textes qui m'ont paru franchement très bons et permettent en définitive de tirer un bilan hautement favorable de cette anthologie. Le premier à m'avoir vraiment marqué est The Axe Stone de Richard Gavin, très beau récit sur un jeune couple qui sombre dans l'horreur, la demoiselle ayant voulu tenter l'expérience d'influencer ses rêves en glissant sous son oreiller une étrange pierre, comme l'avait fait le rêveur patenté Lovecraft en son temps, lui avait-on dit, dans une boutique d'occultisme. Mais la perception du monde qui en résulte est cauchemardesque. Tout cela est très émouvant, très juste, vraiment bien vu, si j'ose dire. Il est intéressant de revenir à cet avis maintenant que j'ai lu la nouvelle de Richard Gavin dans Black Wings 2 que j'ai plus ou moins détestée. Dans le fond, elles sont proches en définitive, mais celle-ci m'a paru beaucoup plus juste et inventive, là où l'autre était bien trop démonstrative et artificielle dans ses efforts pour impliquer émotionnellement le lecteur. Du coup, je ne vois pas vraiment de contradiction à maintenir ce jugement drastiquement opposé quant à ces deux nouvelles. Darrell Schweitzer, avec Spiderwebs in the Dark, dresse le portrait d'un étrange écrivain pour le moins excentrique, révélant à un libraire qui a raté sa vie l'infinité des dimensions. C'est bien écrit, drôle puis terrifiant, toujours pertinent, et imprime une belle histoire d'amitié. Même à vie aujourd'hui, cette nouvelle me paraît clairement au-dessus du lot. Caitlin Kiernan joue dans un tout autre registre avec One Tree Hill, The Weirdest Cataclysm, où une journaliste scientifique se rend dans un village paumé du New Hampshire pour enquêter sur un curieux phénomène météorologique. Mais ce qui compte vraiment ici est l'atmosphère déprimante absolument remarquable et bien servie par la plume de l'autrice, toujours aussi admirable, et une construction parfaite. Je suis vraiment en train de devenir un fan. Dans Nicotic Cove, enfin, Lois Gresh traite d'une femme hideuse qui n'a pas vraiment eu de chance dans sa lamentable vie, et qui va, à la veille de sa mort, faire trempette dans un endroit interdit en compagnie de sa meilleure, sa seule amie, son exact opposé. Un texte parfois douloureux, souvent dérangeant et étrangement beau. Ouais, c'est avant tout rude, voire viscéral. Mon sentiment très positif demeure, mais cette nouvelle est probablement un bon cran en dessous de celle que je viens de citer, et peut-être aussi de celle de Brian Stableford. Au final, 4 très bons textes, 4 autres qui sont au moins bons, 5 qui se lisent même s'ils n'ont rien d'exceptionnel. Le peu qui reste est d'autant plus négligeable. Pour moi, c'est du coup une très bonne surprise, je n'en attendais franchement pas autant de cette anthologie, malgré un bon a priori. On trouve vraiment là, au milieu de choses plus faibles mais inévitables et généralement encore supportables, ce qui se fait de mieux en matière de passage Lovecraftien, qui renouvelle intelligemment l'horreur cosmique, propre maître de providence, ou joue avec astuce sur ses thèmes les plus orthodoxes. C'est incomparablement meilleur que 90% au moins de ce qui se produit dans ce sous-genre aussi florissant que consternant, le plus souvent du moins. Du coup, je ne vais certes pas m'arrêter là et compte bien lire prochainement les autres volumes de cette série. Alors, depuis j'ai déjà lu les 2 précédents, il me reste encore à lire ceux à venir, puisqu'il semble qu'on puisse en espérer de nouveaux. Ben oui, donc comme je disais, il y en a 6 aujourd'hui. Et oui, quant à ce tome 3, c'est un bon cru d'une bonne série, et bientôt je vous causerai de Black Wings 4.